Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver une nouvelle fois sur notre magazine Malaika, le magazine de la femme chrétienne et africaine. Le sujet du jour, je suis sûre que tout le monde va se sentir concerné parce qu'il y a au moins une personne dans notre entourage qui souffre de cette maladie. Restez avec nous pour en savoir un peu plus. Donc aujourd'hui, nous allons parler, mesdames, de femmes et sida. Donc c'est le thème du jour, la maladie dont on va parler aujourd'hui, c'est le sida. Je suis sûre que nous toutes, nous avons eu autour de nous, dans nos familles, une personne qui souffre de la maladie. Et nous allons en parler un peu plus en détail pour casser les préjugés, les tabous qui sont autour de cette maladie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de réintroduire Mama Audrey qui est avec nous depuis le début de l'émission. Merci Mama Audrey en tout cas d'être avec nous, fidèle. Très très contente d'être là. Merci en tout cas. Et bien sûr, on a pour nos téléspectatrices qui se demandent, mais il y a un homme sur le plateau. Oui, mesdames. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir le docteur Damien Stesuk. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement pour l'émission. Avec grand plaisir. Et Magali, qu'est-ce que tu vas encore nous sortir un nouveau mot là? Non, pas du tout. Allez, des chiffres. Des chiffres en tout cas, pour un sujet vraiment très important. Et bien sûr, Maman Janine, toujours fidèle au poste? Absolument, Nadège. Bonjour, toujours fidèle au poste. Avec des témoignages à propos, on va dire, aujourd'hui? Oui, avec des témoignages sur le plan local concernant ce sujet, oui. Donc, pour toutes celles qui nous suivent, le sida a fait vraiment couler beaucoup d'encre. On a eu beaucoup de sujets au niveau de l'actualité des gens qui sont tombés malades. On va voir les chiffres dans un petit moment. Mais justement, au niveau de l'Église, pour revenir au contexte chrétien, il y a pas mal de perceptions négatives autour de la maladie. On va essayer de casser cette perception tous ici ensemble sur ce plateau. Mais avant de rentrer dans les détails, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc Magali, je sais que tu as fait un gros travail au niveau du net pour aller dénicher des chiffres, des infos. Tout à fait. Je me suis informée moi-même. Et aussi, je suppose que ça va informer aussi pas mal de gens et que le docteur Damien va pouvoir aussi soutenir ce que je vais avancer aujourd'hui par rapport à ce sujet. Alors, selon l'ONU-SIDA, en fait, c'est le site de l'ONU officiel qui a été conçu spécialement pour la maladie. Il y a 36 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Parmi elles, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Mais en Afrique subsaharienne, en tout cas, ça compte à peu près 25 millions de personnes infectées. Et les femmes représentent 58% des personnes séropositives. Donc, il faut voir qu'en Afrique, les femmes sont touchées par cette maladie. Et dans le monde, un autre chiffre, le sida reste la première cause de mortalité quand même chez les femmes de 15 à 44 ans. Donc c'est quand même des chiffres assez alarmants. Alors pour revenir toujours dans le contexte africain, on voit que les jeunes filles sont 2 fois plus susceptibles d'être exposées au risque d'infection que les jeunes garçons. Je vais en parler tout à l'heure et je suis sûre que le docteur Damien aussi pourra l'attester. Elles sont aussi 7000 chaque semaine à être contaminées par le VIH en Afrique. 7000 par semaine de jeunes filles qui sont affectées. Dans les pays d'Afrique australe, par exemple, elles représentent plus de 80% des nouvelles infections chez les 15-24 ans. Chez les 15-24 ans. 15-24 ans. Donc là aussi, c'est alarmant et ce sont des chiffres qui ont été avancés par les associations que l'ONU parraine et soutient. Alors, les causes de ces chiffres qui sont très alarmants en Afrique, d'abord biologiques. Je ne suis pas médecin, mais il y a un médecin sur le plateau, ça tombe bien. Il va nous éclairer. Lors d'un rapport sexuel, c'est vrai que le risque de transmission du virus est en effet 2 fois plus élevé de l'homme vers la femme. N'est-ce pas, docteur Damien, je ne me trompe pas? Voilà, c'est ça. Et du coup, la contamination se fait plus facilement chez les jeunes filles qui ont une muqueuse vaginale encore immature. En fait, quand il y a un rapport, elles ont davantage de chances d'être contaminées parce que, biologiquement parlant, c'est comme ça. Mais je suis sûre qu'on pourra revenir sur ce point. Le deuxième point, c'est aussi les femmes sont souvent contaminées dans le cadre du mariage, Maman Audrey. Par exemple, les jeunes femmes et les adolescentes contractent le VIH 5 à 7 ans plus tôt que les jeunes hommes. Et c'est dans le cadre des violences sexuelles qui ont lieu dans le foyer. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est dans le cadre du mariage. Hein. Oui. Donc c'est aussi une des causes. La troisième cause, vous avez cette dépendance économique et sociale.
mariées, les femmes sont exposées au virus du sida, donc sans avoir le moindre mot à dire en matière de prévention. Je m'explique. Et j'ai trouvé ça vraiment choquant. Alors, même lorsque une femme sait que son mari est infidèle, donc forcément, quand on est infidèle, qu'on a plusieurs bureaux, comme on en parle souvent dans ces il y a des risques. Et souvent, les maris ne sont pas au courant qu'ils sont séropositifs. Du coup, une femme ne peut pas se refuser à son mari, c'est comme ça en Afrique. Et elle ne peut pas lui imposer non plus le préservatif lors des rapports sexuels. Du coup, c'est comme ça aussi. Les hommes, en général, n'aiment pas les préservatifs. Voilà, tout à fait. Donc, dans bien des cas, ces femmes-là, elles ont des statuts précaires et elles se retrouvent en situation de dépendance par rapport à leur mari. Donc, elles ne peuvent pas leur refuser des rapports sexuels. Et c'est comme ça aussi qu'elles sont contaminées parce que les maris sont séropositifs. Ils ne le savent pas. Et c'est comme ça qu'elles sont contaminées. Et enfin, vous avez aussi ce phénomène des femmes répudiées. Alors, elles sont contaminées par leur mari, donc comme je l'ai exposé précédemment. Et la femme, elle va découvrir la première, sa séropositivité, souvent lors d'un test de grossesse. Et parce qu'en Afrique, les femmes apprennent qu'elles sont séropositives au moment de leur grossesse. Et elles accèdent souvent à des programmes et d'autres, mais elles ne sont pas éduquées par rapport à ça, donc elles ne savent pas qu'elles peuvent contracter de cette façon, en tout cas, le virus. Et on voit vraiment régulièrement des femmes qui sont répudiées par leur mari et qui sont persuadées que c'est de leur faute si le sida a touché la famille. Donc c'est toujours la femme encore qui est stigmatisée et qui est la responsable. Et donc c'est vrai que c'est un tableau pas très réjouissant. Bon, après c'est vrai que maintenant les femmes africaines commencent à s'organiser. Peut-être que Mama Janine pourra témoigner après. Il y a beaucoup d'associations qui sont sur place sur le terrain, qui font beaucoup de prévention. Il y a des programmes d'accès au traitement, etc. Donc de plus en plus les femmes sont informées et commencent à comprendre un petit peu voilà, les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que... Très longtemps après, trop longtemps après. Trop longtemps après, exactement. C'est généralement après avoir été... non, je veux dire, l'éducation aurait dû être agressive depuis déjà des années. Parce qu'aujourd'hui, après tellement de victimes, de commencer vraiment cette éducation agressive, c'est bien tard. Oui. Exactement. Parce que moi, je me rappelle, c'était dans les années 80, par exemple, au Cameroun, que le sida a vraiment été répandu de manière massive. Donc, 3/4 des populations. J'ai moi-même eu dans ma famille des oncles, tantes, etc., qui ont été contaminés de cette façon. Mais, Mama Janine, quel est le constat localement à Kinshasa? Alors, à Kinshasa, le sida, c'est souvent lié à la maladie de la honte. Et donc, c'est un sujet qui est très anxiogène, qu'on n'aborde pas. Et on connaît chacun, au moins une personne dans son entourage, dans sa famille, qui a eu le sida ou qui est mort du sida. Et entre amis, même, parfois, c'est très difficile d'en parler parce qu'on ne sait pas qui a quoi. Et souvent, c'est des rumeurs qui sont souvent aussi avérées. Mais c'est un sujet qui est très tabou. Et pour ce que tu disais tout à l'heure dans la rubrique Magali, les femmes... Elles vont l'apprendre, bien entendu, au moment de la grossesse, quand elles vont faire les tests. Mais souvent aussi, c'est quand elles ont des symptômes. Je vois souvent dans les églises ici, les femmes, elles vont demander qu'on prie pour elles parce qu'elles ont des diarrhées répétées, etc. Donc des symptômes. Donc on va prier, bien entendu, d'aller faire des examens. Et c'est au moment où elles vont faire donc ces examens médicaux qu'elles vont apprendre qu'elles sont atteintes du VIH/SIDA. Et Maman Audrey, tout à l'heure, tu disais que, et à juste titre, du reste, peu longtemps après, elles apprennent contre l'arrivée tardive des malades dans les centres de dépistage. Donc il y a vraiment des choses qui sont faites pour sensibiliser la population par rapport à la connaissance du virus et au traitement. Dans les églises, souvent, les gens n'en parlent pas parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet anxiogène, tabou. Et la personne, une fois qu'elle a fait son test, elle a été se confier au pasteur. Donc là, le pasteur va être au courant. Il va gérer ça dans la confidence, parce que ce n'est pas des choses qu'on divulgue. Il va soutenir la personne. Et j'ai même rencontré une sœur qui m'a dit que dans leur église, il y a deux personnes qui se sont manifestées, qui ont cette maladie, et le pasteur, subventionne leur traitement. Ah, waouh. Donc chaque semaine, ils vont prendre leur traitement, et le pasteur leur donne de façon très confidentielle de l'argent pour qu'ils puissent payer leur traitement, parce qu'ici le traitement est payant. Le dépistage est gratuit, mais le traitement antirétroviral est payant.
si le docteur Damien peut clarifier auprès de nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que c'est effectivement le sida? On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de campagnes, même à la télévision, de prévention, etc. Mais qu'est-ce que c'est, en quelques mots simples, pour celles qui nous regardent? Alors, le sida, en fait, c'est un acronyme, donc SIDA. C'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Okay. Ça veut dire que c'est une baisse du système immunitaire qui a été acquis au travers d'une infection qui peut être liée à un virus en particulier. Donc, le virus qu'on parle aujourd'hui, c'est le VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine. Et il y a deux types de ce virus. Il y a le VIH-1 et le VIH-2. Alors c'est vrai que le VIH-2 est plus prépondérant en Afrique. Mais c'est vrai qu'avec les flux migratoires, maintenant, le VIH-1 et le VIH-2 se retrouvent dans toutes les parties du monde. D'accord. Une fois qu'on a attrapé le virus, alors j'aimerais juste rappeler à nos téléspectatrices que le virus ne s'attrape que de 3 façons. Et oui, voilà. Unique. Très important. Ça, c'était ma deuxième question. Je pense que c'est là où il y a beaucoup de confusion. Voilà, de confusion et aussi de méconnaissance et d'interprétation un peu avec la culture qui va un peu dans plein de directions différentes. Donc. Effectivement. Donc il n'y en a que 3, uniquement 3. Donc la voie, on va dire, sexuelle. Oui. Donc c'est lors de rapports sexuels, que ce soit vaginaux, anaux ou buccaux. Donc ça, il faut le préciser, il y a les 3 voies qui sont possibles. Après, il y a la voie sanguine, donc principalement jusque dans les années 90 par transfusion sanguine. Maintenant, évidemment, le sang est contrôlé, normalement décontaminé. Voilà. Donc il y a la voie sanguine, donc par transfusion, par piercing, par tatouage, par matériel chirurgical. Ah ouais. Notamment, on peut être contaminé à l'hôpital par un matériel souillé. C'est ça. Évidemment, il y a dans la catégorie des transmissions sanguines, il y a la transmission, on va dire, chez les toxicomanes intraveineux. C'est-à-dire quand vous vous injectez de la drogue dans les veines, il y a toujours un petit peu de sang dans l'aiguille, et que vous partagez cette aiguille avec votre ami à côté, il risque d'attraper, lui, vos maladies qui étaient dans votre sang. Et la 3e transmission, c'est, et pour moi la plus triste, c'est la materno-fétale, ça veut dire de mère à enfant. Donc soit de mère à enfant lors de l'accouchement, et donc dans les dernières semaines de la gestation, et évidemment lors de l'allaitement. Parce que malheureusement, le virus beaucoup de mamans ne savent même pas que par l'allaitement, elles peuvent transmettre le virus. Exactement. Donc, ça, c'est très important quand même de savoir. Oui. Et c'est un vrai problème de manque de connaissances. Parce que si elles savaient, elles ne n'allaiteraient pas. Et c'est vrai que de nos jours, disons qu'il y a aussi le problème économique qui va venir se greffer dessus. Tout à fait. Et bien souvent, elles n'ont pas d'autre choix que de nourrir un enfant de cette façon. Mais en ce qui concerne le tatouage, Dr Sessuk, c'est comment? C'est en utilisant la même aiguille, on tatoue différents. C'est-à-dire qu'ils ne stérilisent pas leurs aiguilles, ils ne prennent pas de soins. Donc, alors, effectivement, le tatouage, on va dire tatouage traditionnel, n'est pas soumis à des mesures d'asepsie rigoureuses. Ça veut dire, quand vous allez chez un tatoueur en ville, il est obligé d'avoir des aiguilles à usage unique. Mais quand vous faites par exemple un tatouage traditionnel dans un village... Mais c'est ça, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas forcément de contrôle. Alors c'est vrai qu'en Europe, oui, les contrôles sont obligatoires, mais pas en Afrique. Et notamment dans les tatouages traditionnels, donc au sein du village, lors de certains rites, etc., même dans certains rites religieux. C'est ce que j'allais dire, on se scarifie, ce genre de choses aussi, ça fait partie des rites. Exactement. On peut transmettre le virus comme ça. Et le piercing aussi. Et le piercing par les mêmes biais, effectivement. Donc, docteur Damien, si je comprends bien, si quelqu'un arrive dans l'église, il est chrétien, il est porteur du virus, on peut lui dire bonjour, on peut lui faire la bise, on peut lui serrer la main, on peut lui faire une accolade. Manger avec lui, utiliser ses couverts. Voilà. Sans problème. Le virus ne saute pas d'un individu à l'autre. Ni par la salive. Ni par la salive, effectivement. Donc on peut s'embrasser, on peut accueillir ce frère ou cette sœur normalement, comme n'importe qui. Et dans un couple, le mari et la femme, ils peuvent s'embrasser, je veux dire, par la bouche, sans qu'il y ait une transmission aussi. Effectivement, sauf s'il y a effectivement des aftes buccaux ou des blessures dans la bouche, mêlées avec du sang. Donc effectivement, même j'irai plus loin, même les rapports sexuels ne sont pas contre-indiqués, mais il faut juste les protéger avec des préservatifs. D'accord. Maman Janine, au niveau des chrétiens, quel est le regard qu'on a en tant que chrétien sur on va dire les sidéens, si je peux les appeler comme ça? Écoute, comme je te disais, c'est un sujet qui est tabou,
Mais en même temps, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit bah, c'est une maladie comme une autre. C'est comme c'est pas comme le cancer ni autre, mais ça ne doit pas être stigmatisé pour autant. Et aujourd'hui, bah, le regard qu'on a, les personnes ne vont pas forcément dire qu'elles sont malades, mais lorsqu'on le sait, on va les considérer comme n'importe quel autre malade. Il y a une certaine honte, Maman Janine, quelque part aussi par rapport à cette maladie, il faut le reconnaître. Il y a une honte, mais je te dis ici, il y a de plus en plus... Et merci Seigneur, il y a de plus en plus de campagnes de prévention, de sensibilisation. Donc, les gens en vivent, surtout qu'aujourd'hui, on en vit du sida. On n'en meurt plus comme avant. C'est vrai qu'en Afrique, il y a quand même un problème, c'est que toutes les maladies, enfin, toutes les personnes qui ne bénéficient pas du traitement, hein, par rapport au nombre de personnes contaminées. Je vois par exemple ici, chez nous, en RDC, il y a 80 000 personnes qui bénéficient du traitement, alors qu'il y a 450 000 qui sont potentiellement éligibles au traitement. Mais ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'on communique de plus en plus là-dessus. Donc, ça reste quand même une maladie qui est stigmatisée, parce que dans la mémoire collective, ça, surtout en 1983, quand c'est arrivé ici, ça a vraiment ça a décimé des peuples, des quartiers, des familles. Donc, ça reste quand même... très, très honteux, voilà. Maman Janine, oui. Je voulais ajouter, est-ce que c'est pas honteux aussi par le fait que c'était aussi une maladie qui était associée à l'homosexualité à la base? Et aux toxicomanes. Et à l'immoralité. Et à l'immoralité sexuelle, tout à fait. Hein? Ouais. Exactement. C'est une maladie qui est directement reliée à l'immoralité. Et donc voilà, c'est une honte. Et c'est pour ça aussi, toutes ces personnes qui ont eu des rapports sexuels avec des non-protégés, je disais tout à l'heure en antenne, que les femmes ont peur de demander à leur conjoint de se protéger, parce qu'elles ont peur de passer pour des filles faciles. Je connais le cas d'un couple, en tout cas, qui a du virus, qui se protègent. Ils ont des relations sexuelles protégées. Et ça, je trouve que c'est louable, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Mais quand ils sont au courant, quand il y a quand même... quand ils sont au courant, ils se protègent quand même. Maman Audrey, quelle est la perception, on va dire, chrétienne par rapport à l'usage du préservatif? Est-ce que quelque part, c'est utiliser l'outil du diable pour encourager à la débauche? Non, mais ça a différents cas. Dans le cas du couple dont Maman Janine parle, si... pour X raisons, un des deux a contracté la maladie et qu'aujourd'hui ils sont conscients qu'ils se préservent, mais gloire à Dieu qu'ils le font, ça aurait été de l'irresponsabilité, de l'insouciance de ne pas le faire. Mais par rapport aux autres, c'est une question de moralité, c'est une question de style de vie, où on connaît le Seigneur, on marche selon les Écritures, où on vit selon le monde. Encore une fois, c'est le retour à l'Évangile, c'est le retour à la consécration au Seigneur. Je ne pense pas que du temps dans les livres des Actes, le sida était un risque pour quiconque. Puisque les gens, ils se préservaient, ils se respectaient, il y avait une crainte du Seigneur qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, si je suis une jeune fille, que je suis censée être chrétienne, mais bon, je vis ma vie à ma façon, je vais à l'église, mais... dans ma vie de tous les jours, je suis légère. C'est-à-dire, clarifions. Et que j'ai des relations, je suis assez libre avec des garçons, je vais un peu plus loin que de les embrasser, je couche avec, j'encouragerais cette fille de se protéger. Ah, donc il vaut mieux, si elle a ce style de vie-là, Docteur Damien, qu'elle se protège, que, entre guillemets, ne pas être stigmatisée de fille facile et de ne pas en mettre. Et moi, je dirais que je connais même une mère qui est une chrétienne engagée, vraiment engagée dans l'Église, et elle a réalisé que sa fille n'était pas du tout sérieuse, et à un moment donné, elle a dit à sa fille, écoute, jusqu'à ce que tu reviennes au Seigneur, utilise ça au moins, plutôt que de se retrouver à 16 ans enceinte ou avec le sida, puisqu'il y a aussi le risque d'être enceinte. Exactement. C'est pas juste le risque du sida, c'est le risque aussi d'être enceinte. Elle a dit, écoute, en attendant, utilise ça. C'est pas qu'elle soutient ou qu'elle soutire ou qu'elle donne une bénédiction sur ce que la fille fait. Mais dans son cœur de maman, sachant le genre de style de vie de sa fille, elle a préféré quand même l'encourager à le faire. Exactement. Docteur Damien, juste pour rappeler à nos téléspectatrices, vous êtes aussi chrétien.
et médecin. Donc, par rapport à l'approche avec le préservatif, est-ce que quelque part, comme Maman Audrey disait, est-ce que c'est l'axe le plus responsable médicalement et spirituellement? Je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec Maman Audrey. C'est évidemment, si, imaginons, on donne à son fils une moto, évidemment, je lui conseillerais de mettre un casque. Tout à fait. Je lui découragerais de monter sur une moto s'il est trop jeune, ça c'est sûr. Mais si jamais il doit monter sur cette moto, qu'il mette un casque, au moins qu'il se protège. Et pareil, si je sais que mon enfant vit une vie pas selon le Seigneur, je l'encouragerai de se protéger au moins. Surtout que le virus peut rester pendant des années latent. Ça veut dire que vous allez parfaitement bien, mais vous êtes porteur du virus. C'est ça, beaucoup et de tant que vous êtes porteur, vous pouvez le transmettre. Ça veut dire que... Sans que vous soyez vous-même encore une victime du sida, mais vous pouvez quand même le transmettre. Créer d'autres victimes. Et même d'autres peuvent mourir avant vous, avant que vous ayez vous-même les symptômes. Ce qu'on appelle la séroconversion, c'est le moment où vous allez créer des anticorps contre ce virus. Mais le moment où vous allez développer le sida, c'est que votre système immunitaire est tellement bas que là vont arriver les symptômes. Vous pouvez avoir des symptômes, comme on disait tout à l'heure hors antenne, de diarrhée, d'autres symptômes un peu malades, oui, mentionner les symptômes, c'est important que les symptômes. Ça peut tout donner. N'importe Parce que comme c'est un virus, ça peut donner tous les... immunitaire, donc ça peut être un rhume... Malheureusement, il y a certaines choses. Moi, en tant que médecin, j'y pense tout de suite. Dès que je vois, par exemple, un homme avec un champignon dans la bouche, un homme, on va dire, d'âge mûr d'une trentaine d'années, tout de suite, je penserai au sida. Parce que il y a certaines maladies qui ne se retrouvent principalement chez le sida. Par exemple, il y a aussi certaines lésions cutanées, comme certains cancers de la peau, qui sont vraiment liés au sida. Et on a tous en mémoire ce film des années 80-90. Philadelphia, effectivement, où lui, il avait les taches sur la peau. Et ça nous a traumatisés, je dois juste te dire. Effectivement, en tant qu'enfant, on veillait à voir si quelqu'un avait une tache sur la peau, parce que si quelqu'un avait une tache, on se dit, oh là là, peut-être qu'il a le sida, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas l'approcher. Alors que le sida ne se transmet pas par contact cutané, ça, voilà. par la peau. Donc, heureusement qu'on sait quelles sont les trois principales, ou trois seuls modes de contamination. Et aussi, bien sûr, que trop longtemps, les médias ont véhiculé une image d'homosexuels, toxicomanes, etc., alors que pas du tout. Et effectivement, il se peut que ce soit lors de rapports hétérosexuels. Alors c'est vrai que, et ça malheureusement c'est un énorme problème en Afrique, ce sont les violences conjugales. Parce que le viol entre mari et femme n'est pas reconnu dans certains pays d'Afrique. Même pas au niveau pénal. C'est-à-dire que le mari s'impose sur la femme sans son consentement, sans qu'elle soit vraiment prête ce jour-là. Il faut expliquer, puisque c'est peut-être mal compris, mais et qui est le cas, comme on disait quand on avait le programme dernièrement, où il n'y a aucun geste de tendresse, il n'y a rien, c'est carrément... c'est violent. C'est violent. Et quand le rapport est violent, le risque de transmettre le virus est décuplé. Parce qu'il y aura des lésions au niveau de la muqueuse vaginale, il peut y avoir d'autres lésions ailleurs, et effectivement, là, le risque de transmettre le virus est énorme. Et multiplié. Multiplié. Il nous reste malheureusement très peu de temps, Maman. Mais rapidement, je pense que c'est un des rôles de tous ceux qui écoutent ce programme aujourd'hui, de devenir des ambassadeurs, de transmettre le peu d'informations qu'elles ont pu recevoir, et aussi de rassurer ceux qui sont autour d'eux, de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir à stigmatiser le sida, à le mettre de côté, à le traiter normalement, à le respecter et à juste prendre les précautions nécessaires dont vous avez parlé. Exactement. C'est ça. Maman Audrey, malheureusement, le temps nous est compté. On va devoir passer au mot de la fin. Le Seigneur a tout dit. Il a bien dit que si on a un style de vie selon lui, on est préservé de la maladie. Mais si on se laisse aller dans la chair, qu'on laisse nos convoitises, qu'on laisse l'immoralité gagner notre vie, nous n'avons aucune sécurité par rapport à ces maladies et à toutes les conséquences de ces maladies. Donc, retournons au Seigneur. Ce n'est pas vieux jeu l'Évangile. L'Évangile, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence du Seigneur, c'est le conseil du Seigneur à nous, ses enfants, et surtout à nous, ses enfants qui le connaissons. Que nous puissions garder une vie propre, une vie pure, qui glorifie Jésus, et le sida ne sera en aucune façon une menace pour aucun de nous. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup en tout cas, Dr Damien, d'avoir fait le déplacement pour nous. Merci Maman Janine pour tous cette recherche, ces interviews que tu fais pour nous. Et Magali, bien sûr, dénicher des informations
pour vous, pour toutes celles qui nous suivent. On veut aussi vous remercier pour tous les messages que vous nous envoyez. Le suivi sur Facebook est vraiment énorme. On veut vous remercier aussi de passer le message autour de vous, d'en parler, de faire parler de l'émission, invitez vos amis, invitez vos voisines, que tout le monde puisse se rassembler autour de ce rendez-vous qui est votre rendez-vous, Malaika. Et surtout, si vous avez déjà le virus et que vous êtes soit porteur du virus ou déjà malade, il y a encore de l'espoir, ce n'est pas terminé. Le Seigneur a encore un plan pour vous. Il peut vous guérir de la maladie. Ce n'est pas terminé. Et donc, je veux vous encourager, si vous avez écouté cette émission, que vous puissiez être encouragé dans votre cœur que le Seigneur a encore le meilleur pour vous. Et d'ici là, je vous dis à très, très bientôt.